avant que je continue sur mon propos, je vais regarder deux trois questions. Ça a accumulé beaucoup fin 2021, c'est pas toujours un indicateur fiable. Il y a tout un indicateur, de toute façon, il sera jamais si tu prends qu'un indicateur, il sera jamais fiable à 100%, ça n'existe pas. Par contre, bien, nous, on en suit à peu près une soixantaine d'indicateurs qui ne sont pas calculés de la même manière. Tu vois, des indicateurs on-chain, des indicateurs macro, des indicateurs empiriques, des indicateurs technologiques, etc., etc. Quand tu as presque 100% de ces indicateurs qui te poussent vers une même direction, a priori, ça te donne certaines infos. Mais oui, je suis d'accord avec toi. Se fier à un seul et unique indicateur, par exemple que technique ou que fondamental ou que on-chain ou que empirique, en général, ça pue parce que ça montre les limites. Et toujours pareil, hein, c'est pas parce que tu vas suivre 150 indices et que ces 150 indicateurs te poussent vers une direction que ce sera forcément la bonne. Mais en tout cas, si tu prends des indicateurs qui n'ont rien à voir les uns avec les autres, qui ne sont pas calculés de la même manière, qui ne regardent pas du tout les mêmes paramètres et que tous te montrent qu'a priori, il y a une augmentation qui serait à venir et qu'on n'est pas atteint un top, bon, tu places tes pions où tu veux, hein, mais c'est là où je me pose la question pour ceux qui sont bearish. En fait, la plupart du temps, c'est des gens qui ne regardent pas les données. En fait, c'est des mecs qui sont soit sortis et qui du coup ont un biais par rapport à leur bague. Ils se disent, bah moi en fait, j'ai un intérêt à ce que ça baisse et donc ça va baisser. Mais du coup, c'est pas une vraie décision rationnelle que tu prends. Et quand tu regardes les données vraiment concrètes, putain, ceux qui sont bearish aujourd'hui, je comprends pas. Voilà. Mais bon, on verra, hein. Comment tu expliques que le cours du BTC monte peu malgré les achats d'ETF? Est-ce que c'est pas les futurs qui feraient le prix? Alors les contrats futurs, les contrats à terme, les produits dérivés, si ça joue un peu, mais là en fait aujourd'hui principalement c'est des achats OTC, hein. Les gros ils achètent comment? Comme je le dis souvent, hein, ils n'achètent pas sur Kraken ou sur Coinbase comme toi avec leur KYC. Tu vois, Sailor quand il achète, il ne vient pas ou BlackRock, Larry Fink, il va pas arriver avec sa carte d'identité sur Kraken et tout, hein. Ils achètent over the counter, OTC, et donc en fait on va leur proposer un deal. D'accord? On va te dire, par exemple, toi demain, tu veux acheter 100 000 BTC, 10 000 BTC, parce que 100 000 BTC, c'est quand même assez chaud à acheter comme ça, mais on va dire 10 000 BTC. On va te calculer le cours actuel et tu te dis, attends, moi, le Bitcoin, il est à 109 000, 110 000 balles. Si je l'achète en spot, le cours, il va augmenter et les gens vont acheter aussi le Bitcoin parce qu'il y a un effet aussi synergie, tu vois, avec les gens. C'est-à-dire que dès que ça achète, dès qu'on voit le prix qui augmente, les gens vont avoir encore plus envie d'acheter parce qu'ils achètent des bougies vertes et ils ne veulent pas acheter des bougies rouges. Donc en général, ce qui se passe, c'est que si toi tu l'achetais en spot pour 10 000 bitcoins, tu as forcément un impact sur le prix. Et donc, même si à l'heure actuelle, le prix d'achat unitaire par bitcoin, c'est 110 000 balles, si tu en achètes pour 10 000 bitcoins, ton prix va augmenter. Et peut-être que vu que le prix va augmenter très fortement, le prix moyen que tu vas avoir pour tes bitcoins, ça peut être, je sais pas, 115 000, 116 000, 117 000. Ce que proposent les comptes OTC, over the counter, c'est qu'ils te disent, attends, le cours du bitcoin, il est à 110 000 balles. Toi, tu peux l'acheter, on va te donner un prix, par exemple, à 113 000 dollars par bitcoin, donc plus élevé que ce qu'il y a en spot aujourd'hui sur le marché. Mais tu ne vas pas avoir d'impact sur le prix. Tu vas l'acheter plus cher, tu vas l'acheter avec un premium, mais de toute façon, ce sera plus intéressant pour toi parce que tu n'auras pas d'impact sur le prix et tu auras un prix qui, de toute façon, sera plus intéressant parce que le prix ne va pas augmenter au fur et à mesure que tu vas l'acheter. Tu n'auras pas d'impact systématique et immédiat. Ça peut te permettre d'en accumuler en justement faisant très peu de bruit sur les marchés. Aujourd'hui, vu que c'est on-chain, tu peux voir ce qui se passe, mais ce n'est pas pour autant que tu auras un impact sur le prix. Par contre, à partir du moment où tu n'as plus rien OTC et on voit que là, les bitcoins et les Ethers disponibles depuis le début de l'année en OTC, non pas depuis le début de l'année, depuis un an et demi, 2 ans, par rapport à aujourd'hui, ça a baissé de plus de 70%, 70 à 80%. C'est quand même assez fou, hein. C'est la première fois qu'on a une demande aussi importante OTC. Mais il y a un moment donné, c'est pareil, hein. Le Bitcoin s'est capé, l'Ether s'est capé. Quand il n'y en a plus en OTC, il n'y en a plus en OTC, hein. Tu veux en acheter, tu seras obligé d'acheter en spot, hein. Ou d'utiliser des contrats dérivés, des produits à terme, des contrats à terme, des produits dérivés, ou ce que tu veux, mais ça ne sera pas des vrais Bitcoins, des vrais Ethers. Donc, voilà, pour moi, c'est l'une des raisons qui peuvent expliquer ça, l'augmentation que tu as, enfin l'accumulation que tu peux avoir et pour autant pas forcément un impact sur le prix. C'est voulu, d'accord? C'est voulu. Et à partir du moment où bah, ils ont suffisamment accumulé, vous allez voir qu'on va retomber dans des trucs où on va vous chiller des données extrêmement positives en vous disant tiens, telle entreprise va acheter. Et on commence à le voir de plus en plus aujourd'hui, hein.
mais tiens, tel État a mis du Bitcoin en réserve stratégique et tout. Parce qu'aujourd'hui, la vraie course, c'est les institutionnels, c'est les entreprises et c'est les gouvernements, hein. Les retails sont là, mais très peu. Là où il y a le vrai argent, c'est sur les 3 paramètres que je viens de vous dire, les 3 entités que je viens de vous dire. Et en ce moment, c'est vraiment là-dessus où on voit énormément de changements. Donc la course, en fait, elle se passe là-dessus. Et comme ce qu'on avait eu, je pense, sur 2021, il y a un moment donné où on va atteindre un top et je serais pas surpris de voir en bear market, parce qu'il y aura un bear market. Ceux qui vous diront il n'y a pas de bear market, machin, on verra. Il y aura un bear market. Quand ça va se retourner, parmi les gros qui vont tomber, parce qu'il y en a certains qui vont tomber, hein. Quand vous achetez du Bitcoin à effet de levier, là en ce moment c'est la mode, hein. Stratégie fait ça, Metaplanet fait ça. Il y a plein de boîtes qui utilisent la même méthode que Michael Saylor pour acheter du Bitcoin, pour acheter de l'Ether, pour acheter des cryptos, pour s'exposer à la crypto. En général, vous ne voyez pas ça en bear. Et quand ça se retourne, à chaque cycle, il y a des surprises, d'accord, comme la fois d'avant avec FTX, avec Celsius, avec Luna. C'est que des boîtes qui utilisaient des effets de levier, hein, presque. D'accord, qui utilisaient des effets de levier pour gérer le pognon. Au final, ils le géraient mal. Moi, je ne serais pas étonné de voir en bear market qu'on ait des boîtes. Alors, ça peut être MicroStrategy, ça peut être d'autres types de boîtes, d'autres types de structures qui fassent faillite et qui soient obligés de vendre en bear le Bitcoin qu'ils ont accumulé sous effet de levier en bull run. Parce que ça fait toujours plaisir et les gens sont toujours en engouement extrême en bull run, comme ce qu'on avait eu sur 2020, 2021. Hein, c'est pas nouveau, hein, comme ce qu'on avait eu aussi en 2017 et tout, même si c'était plus ténu. Parce qu'à l'époque, finalement, il n'y avait pas de. Il y avait encore très peu d'entreprises, très peu d'entités gouvernementales qui investissaient sur Bitcoin, si ce n'est pas du tout. Par contre, sur le cycle de 2020-2021, on commençait déjà à le voir. Et à partir du moment où ça s'est retourné, tous ceux qui étaient à effet de levier, allez, ça a dégagé. Et du coup, on verra. Hein. Là, ça se réveille. C'est des nations, c'est des États, c'est des institutionnels qui investissent beaucoup et massivement, et beaucoup d'entreprises avec des effets de levier. Et moi, je suis prêt à mettre ma main coupée là-dessus. Il y aura des surprises. Et que, à mon avis, il y en a pas mal d'entre elles qui vont faire faillite en bear, qui seront obligées en tout cas de vendre leur Bitcoin au pire moment parce qu'ils n'auront pas prévu cette baisse. Et on sait qu'à chaque fois, en bull run, tout le monde est super enthousiaste. Et quand ça se retourne, vous voyez tout de suite ceux qui ne se sont pas suffisamment couverts, tous ceux qui ont pris le plus de risques, etc. Et tant que ça monte, il n'y a pas de problème. Tu peux t'amuser à utiliser des effets de levier, hein, ça monte. Allez, comme ce que fait Saylor aujourd'hui, hein, il utilise des effets de levier sur effet de levier sur effet de levier pour émettre encore plus pour émettre encore plus d'actions, pour qu'on lui prête du pognon, pour acheter du Bitcoin. Il rachète du Bitcoin, le cours augmente, donc du coup, il peut encore émettre plus d'actions. Donc les mecs, ils vont lui reprêter du pognon et tout. Sauf qu'à un moment donné, quand le Bitcoin augmente plus, voire qu'il baisse, et que tu as acheté le top à chaque fois sous effet de levier, quand tu arrives en dessous, en dessous de ton prix de revient, et que ça continue de baisser, quand tu arrives à échéance de tes obligations et tu dois payer, si les investisseurs décident de ne pas se faire payer en action micro-stratégie, mais de se faire payer en cash et en argent sonnant et trébuchant, peut-être que les seuls actifs que tu seras obligé de vendre, personne ne voudra te prêter de l'argent, ça sera de vendre finalement tes bitcoins au pire moment. Donc on verra. On fera la spéculation, je ne sais pas ce que vous en pensez les mecs, mais là aujourd'hui ce qu'on observe, c'est inégalé. Avant, on n'aurait jamais pu imaginer quelque chose comme ça. C'est quand même assez fou ce qu'on est en train de vivre. Mais attention, voilà. Là, on est dans une période où le Bitcoin performe très très bien. Les mecs se disent, regarde, en quelques années, le Bitcoin, il est passé de 16 000 à 110 000. Bon, ok, Saylor, il a réussi parce qu'il a acheté du Bitcoin en 2020, 2021 et tout, donc pas de problème. Les mecs, ils utilisent la même stratégie, sauf qu'ils n'ont pas connu un vrai bear, une vraie baisse de 80% de leur pouvoir d'achat avec une latéralisation qui peut durer plusieurs années. Quand ça va arriver, on va voir. Mais ça risque de piquer. Exactement. Tous les pseudo-experts qui disent même cycle de 2017, double top, etc. En fait, on peut trouver des similitudes et certaines similarités avec des cycles d'avant, mais on a à chaque fois quelques distorsions qui font que la majorité vont se tromper. Je l'ai montré tout à l'heure. 2013, 2014, 2017, 2020, 2021, même en bear. Hein, 2021, quand on est arrivé en bear market en 2022, 2023, tout le monde vous disait mais non, mais regarde, le Bitcoin il descendra jamais en dessous des 20 000 parce que c'était le top du cycle de 2017, du cycle d'avant. Et jusqu'à présent, on n'avait jamais été en dessous du plus haut du cycle d'avant. Qu'est-ce qu'on a fait cette fois-ci? On est venu taper les 16 000. Donc on est allé en dessous. Et là, tout le monde commençait à trembler des genoux parce qu'ils se sont dit putain, en fait, ce qu'on avait connu avant, c'est plus bon. Donc il y a toujours des petites différences. Hein. D'accord. Et ces petites différences-là font qu'il y a un consensus qui commence à se mettre en place. Et en général, le consensus se fait éclater. Et là, le consensus qu'on commence à voir, c'est en mode pas d'alt season,
pas de bear market, les entreprises qui arrivent, heu, on va avoir une continuation jusqu'à 200 000, 300 000, un bitcoin qui, va aller en hypercycle, tout le monde qui commence à devenir bitcoin maxi. Bon, on verra. Ou la théorie du double top aussi, hein. Là, en ce moment, c'est beaucoup de mecs qui disent, ils mettent le fractal de 2021 et ils disent: «Regardez, fractal de 2021, tu le refous là, aujourd'hui». Alors que d'un point de vue économique, en plus, ça a rien à voir. On n'est pas du tout sur le même moment. D'un point de vue macro, liquidité et tout, ça a rien à voir. Mais bref, du coup, ils vous calquent ça, ils vous disent: «Regardez, là, on va partir en bear». Franchement, ce scénario-là, avec les dynamiques et ce qu'on observe, ça me paraît quand même assez fou de rester, que là-dessus, hein. Mais bon, vous vous ferez votre propre idée les mecs, mais vraiment, comprenez bien que ce qui va faire que vous allez réussir, c'est parce que vous aurez anticipé justement ce qui peut se passer. On n'est pas aujourd'hui, on n'est pas là pour essayer de prédire. D'accord. On ne peut pas prédire. On ne peut pas savoir vraiment ce qui va se passer. On va le découvrir comme vous. Personne ne sera capable de le prédire. Par contre, est-ce que vous êtes prêt à tous les scénarios? Si demain on part en bear, est-ce que vous êtes prêt? Si demain on continue en boule et qu'on part en hypercycle, est-ce que vous êtes prêt? Si demain on a une petite augmentation, on passe à 125 000 et ensuite gros bear market, est-ce que vous êtes prêt? Et vous devez être prêt à tous les scénarios. D'accord. Vraiment à tous les scénarios. Aujourd'hui, ceux qui sont, par exemple, dans l'accompagnement avec nous, ils ont la possibilité, et on a travaillé énormément avec ceux de l'accompagnement pour leur permettre de travailler vraiment sur leur stratégie de sortie. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous pouvez nous envoyer vos stratégies de sortie, vous pouvez nous envoyer vos allocations de portefeuille et tout. Nous, on vous donne notre avis. On vous a déjà présenté, en plus, pour ceux qui sont dans l'accompagnement, notre stratégie de sortie, hein, qui est prête déjà depuis plus d'un an et demi maintenant, toujours d'actualité aujourd'hui. Vous pouvez vous mettre à jour très rapidement. Et surtout, vous avez une vraie proximité avec nous où en fait, vous pouvez nous dire, OK, voilà le portefeuille que j'ai, voilà ma stratégie de sortie, qu'est-ce que tu en penses? Hop, on vous répond, on vous permet de vous mettre d'équerre. Mais il faut que vous soyez prêts. Voilà. Vous êtes sur un état de marché aujourd'hui où tout peut changer très rapidement. Et si vous n'êtes pas prêt, vous allez vous faire avoir. Tous ceux qui se disent, je verrai bien quand ça arrivera, bon, c'est très bien ce qui se passe, hein. Voilà, s'il y a des gens qui sont en crypto depuis 10 ans et qui font que perdre de l'argent, c'est qu'il y a une raison aussi. Anthony qui dit: «Mon enseignement des cycles précédents, des mois avant le top, la plupart collent un bear market et ça reprend à chaque fois et en fin de bull run, la masse dit que ça va continuer de monter». Exactement. Exactement, c'est ce que je dis tout le temps. En crypto, faut que vous ayez l'impression de passer pour un abruti et pour le dernier des cons H24. Et ça, c'est hyper dur, hein. C'est-à-dire que déjà, c'est un marché qui est compliqué, technologiquement, émotionnellement, est-ce que vous voulez, mais en plus de ça, vous devez faire l'inverse de tout le monde. C'est-à-dire quand tout le monde vous dit que c'est pourri, vous devez acheter. Quand tout le monde vous dit que ça va augmenter, et même si vous êtes persuadé que ça va augmenter et qu'il n'y a aucun catalyseur négatif, mais que c'est le moment pour vous de vendre parce que c'est dans votre stratégie de sortie, vous devez quand même vendre. Et en général, c'est des bons choix. Parce que ce que vous voyez aujourd'hui, la dynamique qu'on voit aujourd'hui sur des entreprises qui achètent avec effet de levier, les news que je viens de vous montrer, et il y en a d'autres, vous allez voir que je vais vous présenter, c'est pas en bear qu'on a ça, hein. Ça n'a jamais été en bear, hein, qu'on a ce genre de news, hein. C'est en boule. Donc là, on est en boule sur Bitcoin. Sur les alts, on verra un petit peu plus tard. Mais exactement, ce que tu dis, Anthony, l'enseignement, c'est quand il y a un consensus, ça pue. Et quand tout le monde devient même agressif, quand tu dis quelque chose qui va en contradiction avec la bien-pensance globale à court terme, tu vas te faire éclater. Tu vas te faire éclater, hein. Je sais pas, souvenez-vous, les gars, pour ceux qui nous suivent depuis longtemps, quand on disait avec Théo et Mickaël, je vais vous repartager mon écran, hein. Quand on vous disait en mars, avril, enfin février, mars, avril de cette année, que pour nous, le scénario le plus probable, c'est qu'il allait y avoir une continuation de la tendance et qu'on n'était pas en bear. Je vais revenir là sur la partie BTC, ici, là. D'accord. Si je peux vous donner un exemple, hein, parce que bon, ça fait des années qu'on est sur YouTube, des insultes, on en a tous les jours. Mais ici, là, le nombre d'insultes et de commentaires qu'on a eu en nous disant ouais, mais vous envoyez vos abonnés au casse-pipe, vous dites qu'on est toujours en bull market, c'est pas vrai, on va en bear, alors qu'en fait, on était clairement sur une correction de 30%, une correction de 30% en bull run. On en a connu des milliers de fois depuis toute l'histoire de la crypto et que, a priori, cette fois-ci, ce serait pas différent. Et jusqu'à présent, ça nous a donné raison. On aurait pu partir en bear market, mais pour moi, les targets étaient plus basses. Il fallait qu'on casse cette zone-là, qu'on vienne clôturer en dessous du plus bas, du plus haut du cycle d'avant. Et en daily, en hebdo, voire en mensuel. Donc évidemment, le cours aurait bien plus baissé pour avoir toutes ces confirmations. Mais ici, on n'avait pas de confirmation. Et tout le monde vous disait bear market, bear market, bear market, bear market. Pareil ici, là. Quand les gens vous disaient ça va aller plus bas, l'Ether c'est pourri, l'Ether c'est mort. Et évidemment, après l'élection de Trump, grosse désillusion, l'Ether a perdu
a perdu en quelques jours et quelques semaines, plus de 66% de sa valeur. Ça a été assez fou et les mecs vous disaient: «Mais c'est de la merde l'Ether, tu parles encore de l'Ether, Solana c'est mieux, Solana c'est super, Sui c'est meilleur, Aptos c'est mieux». Moi je lui disais: «Les fondamentaux sont encore là. A priori, ça reste un bon moment pour acheter. Oui, ça peut descendre plus bas, mais ça reste un bon moment pour acheter et quand ça change, quand il y a une vraie fluctuation et quand il y a un vrai shift sur le marché, ça change très vite, très fort». Qu'est-ce qu'on a eu quelques jours après? Un changement très vite, très fort. Et là, tous ceux qui étaient derrière, l'Ether c'est de la merde, c'est pourri, machin, les mecs se sont dit: «Non, mais en fait, les gars, j'avais un bail, je ne vous l'avais pas dit, mais en fait, j'avais gardé, buy and hold, on est là aussi avec vous pour le long terme». Il y a de grosse hypocrisie, hein, dans la crypto, hein. Vraiment du gros foutage de gueule, hein. Mais c'est le prix à payer pour être contrariant. D'accord? Être contrariant, c'est de se dire, bah, en fait, quand tout le monde se désintéresse de quelque chose, bah, vous achetez. Et quand tout le monde s'y intéresse, et que là, a priori, les retails sont plus là, il y a vraiment plus grand monde, vous allez voir que quand on va dépasser la TH sur l'Ether, quand on va avoir la prochaine poussée qui peut nous monter à 4000 balles, voire plus, vous allez voir que ça va encore plus se réveiller. Et quand ça va se réveiller, quand tout le monde va commencer à en parler, ça va être le moment, le top local où il va y avoir une correction. Là, tout le monde va vous redire c'est de la merde, ça va repartir en bear market, c'est la fin, c'est fini. Et pourquoi pas après repartir à la hausse. Mais là, aujourd'hui, il n'y a plus grand monde qui croit en une potentielle alt-season, hein. Plus personne qui croit en ça. Voilà. Et c'est vrai qu'on ne peut pas donner tort là-dessus parce que ça fait 4 ans qu'on est sur des périodes où les alts performent pas bien. Mais attention, c'est pas parce que ça fait X années que quelque chose ne performe pas bien qu'il va continuer de sous-performer. Et à l'inverse, c'est pas parce que quelque chose a très bien performé jusqu'à maintenant, en l'occurrence le Bitcoin qui est très fort, qui a très bien performé, qui va continuer de le faire jusqu'à la fin du cycle. Attention. Et en général, quand ça pivote fort. Et très souvent, c'est qu'on a atteint un consensus et le marché va venir couper l'herbe sous le pied. Donc ouais, arriver à faire l'inverse de ce que disent les gens, c'est hyper important. Mais quand on est face à la situation, bah, très souvent, les gens, ils font rien. C'est-à-dire qu'ils se disent, moi, je vais attendre les 2000 balles pour acheter de l'Ether. Quand il y a les 2000 balles, ils n'achètent pas parce qu'ils se disent, ça va descendre à 1500. Quand ça descend à 1500, ils disent, allez, je vais attendre 1400 pour acheter. Ça descend à 1400, ils n'achètent pas, ils disent, ça va descendre plus bas. Et en fait, ils sont toujours comme ça. Et après, quand ça augmente, ils disent, ah putain, j'aurais dû acheter. Allez, au prochain pullback, j'achète. Il n'y a pas de pullback, ça réaugmente. Et au moment où les mecs, ils craquent, ils achètent un top et ça repète la gueule. Et après, ils vous disent, la crypto, c'est un scam. Franchement, hein, c'est que comme ça, hein. C'est que comme ça. Et ça fait des années que ça a été comme ça. Et pour moi, là pour le coup, s'il y a bien un truc qui n'est pas différent, on peut se poser des questions sur les cycles, sur les quelques différences qu'on peut obtenir. Mais s'il y a bien un truc qui n'est pas différent, c'est la mentalité, la psychologie humaine, hein. La psychologie humaine, elle est toujours pareille. Les mecs veulent pas acheter des bougies rouges. Les mecs veulent pas prendre des risques. Les mecs, ils veulent pas prendre des risques ou ils ont l'impression de prendre des risques. Mais en fait, acheter des bougies rouges ou quand personne s'y intéresse, tu prends moins de risques que si tu achètes quand tu es un ATH sur la plupart des projets. Et la plupart des gens préfèrent faire ça. Allez savoir pourquoi, hein, mais bon, ça a toujours été pareil. Guillaume qui dit on se fout de nous en ce moment. Tous les jours, on entend telle société achète pour X milliards de BTC, mais le prix ne bouge pas. Ouais, c'est ce que j'ai dit par rapport au prix OTC, hein. Voilà. Les produits dérivés, les produits en spot. En fait, s'ils achetaient en spot, comme toi, ce que tu fais quand tu vas acheter sur Kraken et tout, tu as forcément un impact sur le prix. euh, avec beaucoup d'achats en spot, parce que c'est pas pour acheter même un BTC, ça ne changera rien du tout. Mais quand tu as des millions, des centaines de millions, voire des milliards à acheter, évidemment, tu ne peux pas acheter en spot comme tout le monde. Voilà. Tu vas te hedger, tu vas acheter des produits dérivés, des contrats à terme, voire tu vas acheter en OTC. Et c'est ça qui fait que le prix augmente pas ou ne fluctue pas énormément sur le court terme. Mais il y a un moment donné, quand il n'y en a plus de dispo, il n'y en a plus de dispo. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Euh, Tu ne penses pas que le cycle du halving n'est qu'une pure coïncidence? Ce sont les politiques monétaires qui ont conduit les cycles de BTC et surtout alt. C'est ce que je dis depuis des années. J'ai fait plusieurs lives là-dessus justement. Et c'est même pas ce que moi je dis, hein. C'est des études aujourd'hui qui le montrent. Que certes, le halving a une influence sur le cours du Bitcoin et sur le cours de la crypto, mais que c'est avant tout l'impression monétaire et les cycles de liquidité qui font que le Bitcoin a très très bien performé. Parce qu'en fait, si tu regardes le cours du Bitcoin, depuis sa création, depuis 2008, depuis la crise des subprimes, 2008-2009. Le Genesis Block, c'est janvier 2009. Donc, les premiers cours sur Bitcoin, je crois que c'est 2010. Et en fait, c'est à partir de ce moment-là où on est vraiment rentré après la crise des subprimes sur une politique où on va imprimer, on va imprimer, on va imprimer. D'accord? Et si tu regardes l'évolution qu'on a eue sur le Bitcoin, c'est à peu près les mêmes types de graphiques que tu as avec sur le Nasdaq, sur le S&P 500, sur le Dow Jones. Depuis 2008, tu regardes les courbes, ça explose.
Donc en fait, c'est pareil, hein, les actions, l'or aussi, hein, c'est très lié à à l'inflation et puis, notamment à l'évolution, des liquidités que tu peux avoir sur le court, moyen et sur le long terme. Mais tous les actifs sont liés à ça, hein. Quand tu imprimes énormément d'argent, en général, tu te rends compte que cet argent-là va aller dans les poches d'une minorité, ceux qui sont le plus proches de la planche à billets, ce qu'on appelle l'effet cantillon. Et ces gens-là, bah, ne vont pas subir l'inflation, vont toucher l'argent avant que cet argent-là se dissémine dans l'économie. Donc, ils vont pas subir l'inflation. Ils vont pouvoir acheter les actifs avant qu'ils augmentent. Donc, ils vont acheter des actions, ils vont acheter de l'or, ils vont acheter de l'immobilier, ils vont acheter des cryptos, ils vont acheter plein de trucs. Là, les prix vont augmenter. C'est après que l'inflation va venir. C'est par décalage, en fait. Et c'est là où ça pose problème. C'est qu'en fait, monsieur, madame, tout le monde, quand tu imprimes du pognon, c'est rarement eux qui touchent l'argent en premier. En général, ça va être les banques, ça va être tous ceux qui vont être le plus proches de la planche à billets, où ils peuvent acheter les actifs pour pas très cher. Mais cet argent-là, il faut qu'il aille se parquer quelque part. Quand tu as beaucoup d'argent, tu n'as pas envie de te faire grignoter ton capital avec l'inflation, avec le temps. Donc, qu'est-ce que tu vas faire pour te protéger? Tu vas acheter des actifs. Et donc, en achetant des actifs, tu vas mathématiquement augmenter leur prix. Donc, et le Bitcoin, pour moi, rentre exactement là-dedans, hein. Je suis pas convaincu que si on avait eu, vraiment, si on était resté sur un truc, genre avec presque pas d'inflation, presque aucune impression monétaire, si on était resté sous le gold standard avant la fin des années 71 vers Richard Nixon, avant, on avait une convertibilité du dollar en or. En 71, Nixon a dit c'est bon, on arrête. Si on était resté sur le même modèle avant 71, aujourd'hui, pour moi, le Bitcoin, il ne serait pas sur des niveaux comme ça, hein. D'accord. Il ne serait pas du tout sur les mêmes augmentations de prix, hein. Donc, c'est avant tout des jeux de liquidité. Et d'ailleurs, il y avait un article de Linalden qu'on vous avait présenté qui expliquait que Bitcoin aujourd'hui, c'était plus à être considéré comme un baromètre global de la liquidité qu'on pourrait avoir sur les marchés financiers et un peu de partout ailleurs. Il y a une plus forte correspondance entre les augmentations de liquidité sur le Bitcoin que sur le Nasdaq, le S&P 500 et même sur l'or. Il y a une corrélation beaucoup plus forte sur le Bitcoin, là, sur les dernières années, avec l'augmentation de la M2. C'est pour ça qu'on parle de M2. Il y a beaucoup qui critiquent la M2 et pour moi, c'est un sujet qui est très critiquable aussi. C'est pas parfait, mais en tout cas, force est de constater qu'il y a quand même aujourd'hui une correspondance super importante entre l'augmentation de la M2 et le cours du BTC. Ça n'a pas toujours été le cas, ça sera sans doute pas toujours le cas dans les prochaines années, mais on constate quand même que quand il y a une forte augmentation de la M2, globalement, Bitcoin arrive à en profiter. Voilà. On verra si ça sera encore le cas dans les prochaines années, mais ceux qui se disent halving, forcément bull run, non, voilà, c'est pas forcément que ça, en tout cas, qui a joué un rôle. Ça a eu un impact, mais je pense pas que ça soit aussi significatif que l'augmentation de la M2. Et surtout, je pense que l'impact du halving sera de moins en moins significatif. Tu vois, c'est pas la même chose de passer de 50 balles, de 50 BTC toutes les 10 minutes à 25 que de passer de 0,01 BTC à 0,001 BTC. Tu vois, genre à un moment donné, quand on arrivera au 50e halving, bon, bah, l'impact du halving, en fait, déjà, c'est connu, c'est anticipable. Et puis, je pense que l'impact sera vraiment faible, globalement. Ether intéresse les investisseurs car tu peux faire un x2, x3 à moyen terme que tu ne feras pas sur le BTC sur la même période. Ou en tout cas, ouais, plus difficilement. Faire un x3 sur le BTC sur les 6 prochains mois, ça me paraît compliqué par rapport au prix d'aujourd'hui. Sur l'Ether, c'est très largement envisageable. Très largement envisageable. Moi, j'ai quasi la conviction que les cycles de QE ont conduit les hausses du BTC et surtout celles des alts. Ouais, exactement. Alors, il n'y a pas que ça, évidemment, mais ça a joué. FR qui me dit le prix moyen d'achat de BTC pour Sailor avoisine les 70 000. Si on n'explose pas fort vers le nord en bear market, ça sera une énorme opportunité. Bah, en fait, pour moi, l'opportunité, je sais pas ce que vous en pensez les mecs, mais pour moi, arriver à un bear où en fait, il n'y a pas une surprise, un gros truc, genre FTX, genre Celsius, genre Luna, et peut-être que là, cette fois-ci, ça sera stratégie ou des grosses boîtes qui ont acheté du Bitcoin et fait de levier en top de cycle, qui sont obligés de les revendre en bear au pire moment, on pourrait avoir des niveaux super intéressants pour en accumuler. Et ceux qui te disent non, mais ça ne sera pas le cas, franchement, j'y crois pas. À chaque cycle, c'est pareil. Les mecs qui te disent non, mais c'est bon, nous on gère le risque, on gère le risque. À chaque fois, ils ne le gèrent pas. Et je crois que c'était Charlie Munger qui disait ça, hein. Ce qui détruit un homme financièrement, c'est l'alcool, le leverage et les femmes. Il disait ladies, liquor et leverage. C'est les 3 L. Ce qui ruine financièrement un homme, de manière générale, c'est la règle des 3 L, les femmes, l'alcool
et les effets de levier. Et les effets de levier en crypto, tu peux y aller, hein. Tu peux y aller. Et en général, cite-moi un mec en crypto qui a réussi correctement, sans prendre des effets de levier de fou comme ce qu'on est en train de voir, qui a réussi à perdurer avec le temps. Il n'y en a pas eu beaucoup, hein. La plupart de ceux qui ont perduré avec le temps sont ceux qui ont fait du buy and hold, spot, ledger, cold wallet, terminé, hein. Et ils investissent sur le long terme, hein. Et quand il y a des périodes de capitulation, ils renforcent, ils attendent, ils paniquent pas, ils anticipent. Ce qu'on fait nous, hein. Pour moi, c'est le meilleur moyen de gagner de l'argent, hein. Tous ceux qui font du trading, ils se font rect. Ils se font rect, mais une force, ils se font rect, mais de l'extrême. Tous ceux qui s'amusent à faire des trucs sur des plateformes d'échange centralisées, qui se font rug pull, machin et tout, ils se font avoir. Donc en fait, on se rend compte que ceux qui gagnent vraiment du pognon, c'est qui? C'est les plateformes d'échange centralisées, c'est les fondateurs de projets et les holders. Voilà. Le reste, ceux qui utilisent des effets de levier, tôt ou tard, se font avoir. Tôt ou tard. C'est pas immédiat, ça peut durer un certain temps. Mais je vous rappelle de Saylor aussi, pour ceux qui ont oublié un petit peu l'historique de ce bon monsieur avec stratégie, je vous laisse regarder, et j'en ai parlé sur plusieurs lives, l'historique de cette boîte lors de l'explosion de la bulle Internet. C'est quand même un mec qui a fraudé énormément, qui a fraudé les investisseurs, qui a fraudé les particuliers, qui a fraudé la SEC, qui a fraudé énormément de choses, qui avait une valorisation démesurée par rapport à ce qu'il avait en sous-jacent. Et il a eu une boîte qui a perdu plus de 99,999% de valorisation en 1 an et demi, 2 ans. Parce que ça valait plus rien. Il est passé de 340 dollars à je sais plus, quelques dollars, vraiment presque plus rien. Et après, pendant plus de 10, 15 ans, l'action a rien fait. Et ensuite, quand il a adopté le standard Bitcoin en 2020, là, ça a de nouveau augmenté parce qu'il y a de nouveau eu la spéculation. Et là, dernièrement, on a dépassé l'ATH, pas l'ATH du cycle d'avant, l'ATH des années 2000, de l'explosion de la bulle Internet des années 2000. Posez-vous la question. Aujourd'hui, les mecs, ils adulent Saylor et tout. Ils ont l'impression que c'est leur dieu vivant. Et moi, c'est un truc vraiment, le culte de la personnalité, c'est un truc qui me débecte au plus haut point. Parce qu'aujourd'hui, les gens sont contents parce qu'ils achètent leur bague et parce que Saylor, c'est un peu l'évangéliste et le Jésus qui achète du Bitcoin. Mais le jour où ça se retourne, souvenez-vous de MTGOX, souvenez-vous de FTX, souvenez-vous de Celsius, souvenez-vous de Quadriga CX, souvenez-vous de toutes ces plateformes-là qui, à un moment donné, étaient net acheteurs et à un moment donné, sont devenus net vendeurs. Et se sont révélés des grosses fraudes. Et là, c'est pas comme si avec Saylor, on n'avait pas eu d'historique. On en a. On verra, hein. D'accord, hein. Ça peut très bien se passer. Mais aujourd'hui, dans l'état actuel des choses, c'est soit ça passe, soit ça casse, hein. Il n'y a pas d'entre-deux, hein. Si à un moment donné, il est obligé de liquider ses positions, c'est terminé. C'est terminé. Les investisseurs seront ruinés, son action ne vaudra plus rien. Bitcoin, ça sera vendu, ça sera une opportunité énorme pour tous ceux qui pourront en racheter à ce moment-là. Donc on verra. Est-ce que ça sera Saylor, est-ce que ça sera quelqu'un d'autre? Mais je veux dire, c'est pas comme si on n'avait pas eu d'historique avec ce mec-là, hein. Donc j'ai jamais compris le culte de la personnalité qu'il y avait sur un mec comme ça, d'autant plus qu'en 2013, c'était un mec qui disait Bitcoin c'est de la merde, ça n'évoluera jamais et ça sera la mort du Bitcoin comme l'online gaming. En gros, ça n'a aucun avenir comme le gaming online. Et finalement, il s'est révélé acheter le bac de tout le monde en 2020, alors qu'en 2013, c'était le premier à cracher dessus. Voilà. Donc après, les gens changent, hein, on est d'accord, on verra. Mais pour moi, il y aura des surprises Amber comme à chaque fois, hein. Et des surprises, encore une fois, hein, si on s'y attend pas du tout, mais des gros acteurs qui aujourd'hui sont net acheteurs et tout, pas de problème. Mais on peut le citer sur tout le monde, hein, franchement, des noms, on peut en donner plein. Raoul Pal aussi, qui est quelqu'un qu'on apprécie beaucoup avec Théo et Mickaël parce qu'il fait des vraies analyses macro. Au top de 2021, c'était quand même le mec qui a plus de 25 années d'expérience en tant que trader professionnel, gestionnaire de fonds, enfin bref, palmarès énorme. Et le mec, fin 2021, avec l'Ether qui était à son top, à son ATH, il te dit 70% de ses positions, il n'a jamais été aussi leverage et long sur un marché qu'aujourd'hui. C'est-à-dire 70% de ses positions étaient sur du long Ether au plus haut du cycle de 2021. Évidemment, il s'est fait éclater. Il s'est fait éclater parce qu'il s'est fait liquider. Il a perdu une grosse partie de ses positions et même ça, même s'il a perdu des dizaines, voire des centaines de millions, il a pu, à mon avis, très bien récupérer son argent. À mon avis, il n'est pas à plaindre. Mais attention à ce que vous allez écouter parce que tous ceux qui, globalement, utilisent des effets de levier, à un moment donné ou à un autre, ça se retourne contre eux. C'est peut-être pas tout de suite. Mais si l'histoire nous renseigne sur quelque chose, c'est bien ça, hein. C'est que, en général, les effets de levier ou les raccourcis pour gagner de l'argent rapidement, en général, ça pue et que quand ça se retourne aussi vite que ça avait
potentiellement été utile pour toi au début, quoi. Selim, on attend Polkadot, mais sans volume correct, le TF ne sera jamais validé. Il s'agit d'une règle primordiale pour la SEC. Ouais, puis de toute façon, aujourd'hui, tu peux avoir tous les ETF que tu veux sur les alts, il n'y a pas de demande. Sur l'Ether, ça se réveille un peu, mais on n'est pas du tout dans la partie alt season. Par contre, on n'est pas à l'abri qu'à partir du moment où tu rentres dans la alt season avec la dominance du Bitcoin qui baisse, l'Ether à la TH et tout ce que tu veux, qu'on ait des lancements d'alt parce que ça deviendra rentable et qu'il y aura une demande à ce moment-là. Par contre, s'il y a une demande à ce moment-là, est-ce qu'a priori c'est le moment d'acheter? Je pose la question maintenant. Évidemment que non. Et vous allez voir que tout le monde va vous dire c'est bullish, c'est super, faut acheter, faut mettre de l'argent dessus, c'est le moment de placer son capital sur les altes et tout. Alors qu'en fait, pareil, les études démontrent que les ETF à thématique, quand ils sont présentés, c'est que souvent on est dans un phénomène de bulle parce que les mecs, ils vous donnent ces ETF-là quand il y a une demande importante. Et quand il y a une demande importante, c'est qu'il y a des bougies vertes importantes. Et quand il y a des bougies vertes importantes, c'est que c'est pas le moment d'acheter. Et très souvent, c'est des ETF qui sous-performent sur le long terme, des ETF classiques type S&P 500 ou d'autres. Et en crypto, pour moi, ça sera pareil. Tu parles beaucoup des ETF et c'est comme ça qu'on justifie la montée. Donc, pourquoi encore comparer ce cycle avec les anciens? Ça n'a rien à voir. Il n'y avait pas d'ETF. Il y a des différences. Mais de te dire, en fait, ce que je dis dans mes propos, c'est pas de te dire que ça sera calqué par rapport à ce qu'on a connu d'avant. Mais tous ceux qui te disent, cette fois-ci, ça sera vraiment 100% différent, c'est-à-dire, tu vois, jusqu'à présent, tous les cycles sur Bitcoin nous montrent que les rendements de cycle en cycle sur Bitcoin diminuent. Ce qu'on observe, les retours sur investissement diminuent et la volatilité diminue. La théorie de l'hypercycle, c'est de te dire c'est différent. Tout ce qu'on a connu depuis la création du Bitcoin, c'est plus valable aujourd'hui. Et au lieu d'avoir un Bitcoin qui va passer, par exemple, à, je sais pas, 120 000, 130 000, 140 000, voire peut-être même 200 000, c'est des mecs qui vont te dire, Bitcoin, comme Saylor, hein, la dernière interview de Saylor, c'est te dire Bitcoin à 500 000 ou 1 million sans bear market. Ça, j'y crois pas. Après, dire si ça évolue jusque-là, je gagnerai plus d'argent, pas de problème. Mais j'y crois pas. Un truc comme ça, j'y crois pas. Parce que quand tu es sur des news ou des moments comme aujourd'hui où ça accumule beaucoup, parce qu'on le voit, les mecs accumulent, c'est cool. Mais à un moment donné, ils vont prendre des profits, ces mecs-là. Quand tu as investi en bourse pendant des années, pour ceux qui ont quand même un certain nombre de connaissances autres que la crypto, quand tu investis en bourse, on considère qu'un bon rendement, c'est du 10% annualisé. Regarde les performances sur lesquelles sont assis les mecs qui ont acheté du Bitcoin via les ETF chez BlackRock au moment où c'est sorti. Ils sont sur du bien plus que 10%. Donc, il y a un moment donné, ces mecs-là vont prendre des profits. Et ça sera peut-être pas tout de suite. Mais quand ils vont le prendre fortement. Et ça va impacter sur le prix. Donc oui, il y a des acteurs qui rentrent. Oui, c'est pas les mêmes acteurs qu'il y a au début. Oui, c'est peut-être pas les mêmes volumes. Oui, c'est peut-être pas les mêmes enjeux. Mais dès là, à te dire qu'en fait, la tendance de fond que tu as connue jusqu'à maintenant, tout est à jeter, c'est-à-dire les 16 ans d'historique que tu as eu jusqu'à maintenant, il n'y a plus aucune règle qui s'applique parce que tu as les ETF. Je rappelle quand même qu'on disait exactement la même chose en 2017 quand on a eu BACT, d'accord. Je sais qu'il y en a beaucoup qui sont pas en crypto depuis aussi longtemps, mais pour les plus anciens, au moment où ils ont commencé à dire on va lancer BACT, les plateformes pour les produits dérivés, les contrats à terme sur Bitcoin, ça a marqué le top hein, sur le cycle d'avant. Parce qu'on disait oh, les institutionnels, ils vont rentrer et tout. Ça a marqué le top. D'accord. Ensuite, ça a été quelque chose d'intéressant pour la suite. Ça a été une plateforme qui était utilisée par la suite pour driver une certaine adoption. Les ETF, c'est sûr que ça a drivé énormément l'adoption jusqu'à maintenant et ça continuera de le faire dans les prochaines années. Mais attention, attention. En fait, c'est toujours, hein, pour moi, le raisonnement macro et du marché, c'est une chose. Mais tout dépend aussi de ce que tu as fait toi. Si tu as acheté du Bitcoin sur ce cycle à 20 000 balles, est-ce que tu as besoin d'attendre un Bitcoin à 300 000 pour prendre des profits? Non, non. Si tu as acheté du Bitcoin à 105 000 balles et qu'on te dit que le Bitcoin va monter à 300 000, est-ce que c'est une bonne chose pour toi d'attendre les 300 000? Tu répondras à cette question, tu vois. Mais moi, c'est ça en fait. Parce que parler d'événements passés en se disant cette fois-ci c'est différent, il peut se passer tout un tas de trucs, c'est que de la spéculation sur le court terme. La réalité, c'est que personne ne sera capable de prédire ce qui va se passer. Mais si l'histoire nous renseigne sur quelque chose, c'est qu'à chaque fois qu'on va te dire cette fois-ci ce sera différent et tu vas casser les 16 années d'historique qu'on a eu jusqu'à maintenant, les 16-17 années historiques jusqu'à maintenant en te disant il n'y aura pas de bear market, il n'y aura pas d'alt season, on peut acheter des effets de levier parce que tout le monde achète, etc. Si l'histoire nous renseigne sur quelque chose, c'est qu'en général, ça ne va pas se passer comme ça. Après, on verra, hein. On le découvrira ensemble. Là, s'il y a bien un truc qui a pas de garantie, c'est comment va se passer le marché. Mais
Attention, vraiment, il faut adapter ce qui se passe aussi par rapport à ce que vous faites vous, par rapport à votre potentiel de risque, par rapport à votre gestion de portefeuille et par rapport à votre coût d'acquisition, par projet, quoi. Si vous avez acheté un projet là en bear market à 10 centimes et que vous avez un potentiel qui peut monter à 5-6 $, est-ce que vous allez attendre 5-6 $ pour prendre des profits? C'est une connerie sans nom. C'est une connerie sans nom. Et peut-être qu'à 1 balle, quand vous allez le vendre, vous êtes déjà sur un x10, vous allez dire: «Putain, ça va augmenter», le truc il monte à 2-3-4-5 balles. Tu dis: «Putain, ça fait chier». Et du coup, tu gardes un bon back, tu sors par palier, mais de ne pas prendre des profits à 1 balle, alors que tu l'as acheté à 10 centimes, c'est une connerie. Tu vois? Pour autant, tu as des mecs qui vont te dire: «Non, mais moi, je suis capable de rider le truc», parce que souvent, ils ont peut-être moins d'argent, ils ont une gestion de risque qui est peut-être pas la même. Et quand tu es une grosse boîte, quand tu as investi des milliards sur du bitcoin, tu es prêt à acheter du bitcoin même au top, parce qu'un 20 ou du 10 sur un capital à plusieurs milliards, bah, c'est pas la même que faire du 100 sur un capital à 1 000 € aussi. Et tu te rends compte que plus tu as de l'argent aussi, moins tu vas chercher des risques, plus tu vas être conservateur et plus tu vas te contenter de rendements, qui vont être plus faibles. C'est logique. Et comme tu dis Anthony, aucune euphorie car les gens sont full alt, clairement. La plupart des gens, c'est ça.